Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les échanges commerciaux prennent du plomb dans l'aile. C'est du moins le constat que font des acteurs économiques rencontrant des difficultés à effectuer des transferts financiers internationaux. Ils déplorent la multiplication des tracasseries administratives dans les mécanismes de transfert récemment mis en place par la Banque centrale et les établissements de crédit. Qu'est-ce qui fait problème? Le JICAM a tenu à rencontrer l'Association professionnelle d'établissements de crédit du Cameroun afin de poser le problème. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. Et le courant ne passe plus entre Eneo et l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. L'ARCEL dénonce le fait que plusieurs consommateurs camerounais étaient privés d'énergie électrique dans le cadre d'une opération menée par Eneo, opération qui présente des points d'ombre selon l'ARCEL. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En plus de la rareté des devises, les mécanismes de transfert des fonds posent problème au secteur privé au Cameroun. Des acteurs économiques s'insurgent contre la multiplication de tracasseries administratives durant les transactions financières, lesquelles en principe devraient faciliter les échanges commerciaux, mais le système bancaire camerounais présente des pesanteurs ayant un impact négatif sur le climat des affaires. C'est du moins le constat que déplore le président du JICAM, Célestin Tawamba, et d'autres acteurs économiques. Ils ont tenu à le faire savoir à l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, l'APECAM, et laquelle association s'est retournée vers la Banque centrale. Explication avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Mise à genoux depuis 13 mois par les effets dévastateurs de la pandémie à coronavirus, les entreprises privées viennent de voir la Banque centrale de la CEMAC leur passer une nouvelle corde autour du cou pour les étrangler dans leurs activités. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Ce n'est pas concevable. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a bloqué tous les transferts de fonds, pourtant incontournables dans les transactions financières entre les entreprises et leurs fournisseurs. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Le coup de massue de la BEAC, c'est l'augmentation des coûts de ces transferts à un taux de 0,5%. Le patronat camerounais est dans tous ses états pour la brutalité de cette nouvelle réglementation en zone CEMAC. Loin de nous d'accepter des entreprises qui ne respectent pas les règles. Mais on ne peut pas venir dans un contexte comme celui-ci, durcir les mesures justement d'importation. On ne peut pas aujourd'hui concevoir également que l'on augmente les coûts de transfert au moment où on a besoin d'assouplir, de réduire les coûts dans notre économie. Face à une asphyxie qui s'apparente à une mort programmée des entreprises, le JICAM dans l'urgence saisit les banquiers pour voir clair dans cette sentence de la BEAC, jugée suicidaire pour les activités des entreprises. Reconnaissant fonder les plaintes des entrepreneurs camerounais, la PECAM sans solution se déclare incompétente pour régler cette préoccupation légitime des opérateurs économiques camerounais. Il y a certainement des problèmes au niveau de la mise en œuvre de cette réforme qui, il faut le reconnaître, elle est rigide, elle se met en place avec beaucoup de rapidité et donc tous les acteurs n'ont pas pris la mesure. Dans cette situation de vie ou de mort, la PECAM penche pour la création d'un cadre de concertation et de dialogue en vue d'épargner les entreprises de toute éventuelle cessation d'activité. Nous allons continuer à accompagner nos clients et puis à échanger avec la Banque centrale pour que des mesures d'assouplissement, si elles sont possibles, qu'elles soient prises. C'est l'action que nous allons conduire avec le président du JICAM auprès du gouverneur de la Banque centrale pour lui expliquer.
Au-delà de cet espoir attendu de la BEAC et la Commission bancaire de l'Afrique centrale, les entreprises foudroyées par la Covid-19 se plaignent aussi des mesures d'accompagnement du gouvernement qui tardent à se concrétiser pour réoxygéner les entreprises en pleine agonie. Du moins les 500 milliards de francs CFA de fonds publics mis à disposition pour soutenir le secteur privé. Le recours à ces milliards reste au bon vouloir des banques commerciales d'en juger nécessaire le besoin ou pas. Dans la complexification de toutes ces démarches réglementaires et procédurières, les entreprises camerounaises sont aujourd'hui à la croisée des chemins, à bout de souffle, entre survie et faillite. S'indigne le mouvement patronal. Je vous le disais en titre, le courant ne passe pas entre Eneo et l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Le régulateur dénonce le refus d'Eneo de mettre fin à une opération qui, selon Arcel, viole les droits de certains consommateurs, accusés souvent à tort de fraude et victimes de coupures de leur alimentation en énergie électrique. En clair, l'Arcel somme Eneo de rétablir ses clients lésés et menace de mettre fin ou de suspendre l'opération de lutte contre les pertes non techniques initiée par l'entreprise Eneo. D'autres détails avec Marcelin Gansop. La correspondance, qui est en réalité une sommation servie à Eneo, fait suite à un certain nombre de manquements et de dérives, lesquels ont été constatés à la suite de la mission conjointe Arcel-Eneo, dont le but était de procéder à la vérification contradictoire des installations électriques de certains clients taxés de fraudeurs. Il ressort des investigations menées sur le terrain, le non-respect de l'article 13 du règlement du service de distribution publique d'électricité, lequel définit clairement les actes constitutifs de fraude. Qui plus est, le régulateur a constaté que les opérations de lutte contre les pertes non techniques étaient conduites par des personnes non autorisées, en l'absence des huissiers de justice, experts techniques, officiers de police judiciaire et autres agents assermentés d'Eneo. À ces violations s'ajoute le défaut d'utilisation des compteurs témoins et la suspension de la fourniture d'énergie électrique auprès des clients soupçonnés de fraude. Or, l'article 9.2.4 du règlement de service dispose que tout différend relatif à la régularisation peut être soumis à l'Arcel. Dans ce cas, Eneo ne doit pas interrompre la fourniture de l'énergie électrique tant que la procédure de conciliation auprès du régulateur n'est pas parvenue à son terme. En outre, certains clients alimentés par des points de livraison régulièrement connectés aux appareils de comptage fixés hors de leur domicile ou bureau continuent d'être taxés de fraudeurs, avec pour conséquence l'imputation d'une pénalité en totale violation de l'article 13 du même règlement du service. Le directeur général de l'Arcel regrette qu'à la suite de plusieurs réunions, les responsables d'Eneo aient pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Le premier concernait l'annulation des factures, dès lors que les fraudes prétendues se sont avérées fausses. Ensuite, la normalisation des lignes parallèles qui ne constituent pas des fraudes et l'annulation subséquente des factures irrelatives. Enfin, l'interdiction de suspendre la fourniture de l'énergie électrique suite à une requête en contestation, sauf cas de danger manifeste sur les personnes et les biens. Tirant les conséquences de ce qu'elle considère comme un acte de défiance, l'agence de régulation du secteur de l'électricité donne 8 jours à Eneo pour exécuter les directives ci-dessus, issues de la concertation tenue en visioconférence le 24 février 2021. Jean-Pascal Kou, le directeur général de l'Arcel, attend également que lui soient tenues les copies des notes d'information irrelatives. Ceci sans préjudice des sanctions pécuniaires et administratives, pouvant aller jusqu'à la suspension des opérations de lutte contre les pertes non techniques. Une mise en demeure musclée que Eneo n'a pas souhaité commenter. Dans le chapitre économie, le trafic des carburants frelatés prend de l'ampleur dans la région du littoral, malgré les initiatives mises en place par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers. Ce fléau continue d'être observé dans les artères de la capitale économique, mais également autour du département de la Sanaga maritime. Des précisions dans ce reportage de Eko Kalobé, Cédric Ding et Nadine Ngwafo. Cet homme ne s'attendait certainement pas à une pareille descente sur ses installations. Comme beaucoup d'autres commerçants qui jonchent les 60 km du tronçon routier Douala-Edea, il opérait dans la vente de carburant de contrebande, même si lui affirme le contraire. Même le café et restaurant, s'il faudrait que je présente les patentes, je peux les présenter parce que je me suis déjà fait arrêter à la communauté. Il n'y a pas de cargaison. S'il y a le cargaison filmé, vous me présentez. Il n'y a pas de cargaison.
Il n'y a pas. Plus d'une centaine de hangars de fortune tomberont sous les coups de tronçonneuses de la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, diligentée par le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie ayant personnellement constaté qu'il y a une prolifération des points illicites de vente des produits pétroliers le long des axes routiers et dans les rues, a mis en place une brigade mobile d'intervention à l'effet de démanteler tous ces réseaux de trafic illicite de vente des produits pétroliers dans tout le territoire national. Des commerçants qui conservent parfois ces produits hautement inflammables et nocifs dans des maisons d'habitation comme celle-ci, au mépris des risques encourus. Au total, ce sont plus d'une centaine de bidons et fûts remplis de carburant de contrebande qui seront saisis par les éléments de la brigade. Des fruits du commerce clandestin des produits pétroliers qui font perdre des sommes considérables chaque année au circuit des produits réglementés et est souvent à l'origine de drames. N'importe qui ne doit pas venir entrer dans ce secteur. Vous savez, ces produits sont extrêmement dangereux, extrêmement volatiles et ils ne vont pas être manipulés par les mains inexpertes. Vous n'avez qu'à vous souvenir du 27 janvier, la catastrophe de Tchang qui a décimé la vie de 55 Camerounais. Des produits saisis qui prendront des directions différentes selon leur qualité. Vous le savez, lorsqu'on saisit ces produits, ils sont testés, soumis à une analyse physico-chimique et lorsque la qualité est bonne, ces produits sont vendus aux enchères, aux marketeurs agréés. Lorsque la qualité est moins bonne, c'est-à-dire médiocre, et on peut vendre aux entreprises spécialisées qui utilisent ces produits comme source d'énergie pour les chaudières et autres. Mais si les produits ne sont pas de bonne qualité, bien évidemment, ils sont voués à la destruction. Une opération coup de poing qui compte bien s'étendre dans la durée. Objectif, tordre le cou au commerce du carburant de contrebande. Malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca et l'inquiétude à propos de ses effets secondaires, le gouvernement camerounais ignore les recommandations de certains scientifiques à propos qui appellent à surseoir l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Ce lot de vaccins est officiellement annoncé au Cameroun. Le vaccin Johnson & Johnson fait partie également des produits attendus pour circonscrire la pandémie du coronavirus. Des précisions sur les assurances données par le gouvernement, c'est dans ce compte rendu signé Guizogo. Tout en exonérant le gouvernement de tout manquement dans la flambée de Covid-19 actuellement observée au Cameroun, le ministre de la Communication et son homologue de la Santé publique ont vendu l'idée de l'urgence de se faire vacciner contre le Covid-19 lors d'un point de presse à Yaoundé. Le vaccin apparaît de la vie générale comme la réponse la plus incontournable et la plus conséquente pour préserver les vies des populations qui le souhaitent d'en bénéficier. Après l'arrivée d'un premier lot de vaccins chinois, le gouvernement annonce qu'il va malgré tout acquérir le vaccin AstraZeneca à hauteur de 1 752 000 doses, au-delà de la suspicion qui l'entoure. L'arrivée annoncée au Cameroun pour le 17 avril 2021 de la commande du vaccin AstraZeneca de 391 200 doses. Selon le ministre de la Santé publique, le Cameroun va également acquérir le vaccin Johnson & Johnson, tandis que l'Ordre national des médecins du Cameroun a déjà offert un lot du vaccin Sputnik au gouvernement et que d'autres vaccins commandés par des structures privées sont également en voie d'acquisition. Une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue entre le gouvernement et l'Union africaine. Un don de 1200 doses de vaccin Sputnik a également été fait au Cameroun par l'Ordre national des médecins du Cameroun. D'autres structures privées s'apprêtent également à acquérir des vaccins pour le Cameroun également. Le ministre de la Santé publique, qui certifie que le Cameroun recevra des vaccins pour 20% de sa population à risque, dévoile par ailleurs les axes du plan de vaccination anti-Covid-19 mis en place par le gouvernement. Le dit plan propose un déploiement graduel de la vaccination en commençant par les personnes les plus exposées ou à risque de formes graves et de décès à la lumière des avis du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique et du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Reste à voir maintenant l'accueil qui sera réservé par les Camerounais à cette campagne de vaccination anti-Covid-19.
engagé dans le suivi des malades atteints de coronavirus. Des personnels de santé font partie des cibles prioritaires à recevoir ce vaccin. Illustration à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala, où les personnels de santé se sont vus administrer le vaccin anti-Covid-19. C'était en présence du ministre de la Santé, Manaouda Malachié, qui a également profité de sa présence à Douala afin d'apprécier la structure, le centre des maladies respiratoires du docteur Tengan, une structure engagée également dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. D'autres détails avec Nadine Yambou. Devant les caméras, la toute première dose du vaccin contre le coronavirus est injectée à Douala. Et c'est le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, qui se prête en premier à cet exercice pour, dit-il, montrer l'exemple. Les pouvoirs publics ne peuvent pas nous envoyer un produit qui soit nocif. Moi, je ne pense pas à un pouvoir public qui souhaiterait voir sa population périr. Donc les gens doivent être rassurés que c'est des vaccins qui sont fiables, tels que la société scientifique nous l'a fait savoir. Et c'est ainsi que moi je me suis décidé à prendre ce vaccin. Cette première injection marque ainsi le coup d'envoi de la campagne de vaccination des personnels de santé travaillant dans le suivi des malades de coronavirus. À l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, les responsables affirment qu'un dispositif de veille sanitaire est mis sur pied pour suivre d'éventuels cas d'effets secondaires qui pourraient surgir. Nous avons naturellement un service d'urgence et tous les malades qui seront pris en charge ici, nous avons à côté les médicaments pour pouvoir prendre les réactions d'allergie qu'ils pourraient avoir. Nous savons que c'est rare, mais par principe de précaution, toutes les mesures ont été prises pour que s'il y a jamais le moindre incident, que le malade soit rapidement pris en charge. Venu à Douala coordonner cette opération de vaccination contre le coronavirus, le ministre de la Santé publique a visité le plateau technique du Centre des maladies respiratoires de Bonanjo. Occasion pour la direction de cette structure hospitalière privée, s'occupant des cas de coronavirus, de se réjouir de ce que le gouvernement reconnaît enfin leur implication dans cette bataille pour éradiquer la pandémie. C'est un vrai honneur et ça montre que quelque part les pouvoirs publics ont reconnu le travail que nous faisons dans le privé et qu'on n'est pas là pour se combattre, mais c'est une synergie entre le secteur public et le secteur privé. J'ai toujours été, depuis que les vaccins sont disponibles, convaincu que c'est la seule et l'unique manière de sortir de cette grosse crise qui touche le monde entier. Dans son calendrier vaccinal, le gouvernement prévoit d'étendre la vaccination dans les prochains jours aux couches vulnérables et le grand public. Mais le défi à relever ici, la réticence des Camerounais face au vaccin. Je me suis vacciné le 12, on est 3, 4, 5 jours après, je n'ai rien, pas d'effet secondaire, même pas eu mal à la tête ou ne serait-ce qu'une rougeur au point d'impact. Donc en réalité, ce vaccin, il est très bien et j'invite d'ailleurs tout le monde à se faire vacciner, suivant les ordres de priorité établis par le conseil scientifique et le NATAC. À cette le ministre de la Santé publique s'est rendu à l'hôpital La Quintini de Douala, où plus de 1800 agents de santé sont ciblés aussi qu'au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, durant cette première phase de la vaccination contre le coronavirus. Dans le reste de l'actualité, c'est une arrivée en fanfare à l'université de Ngaoundéré pour le professeur Pascal Charlemagne Msanganyamding, mis à disposition de cette université. Il est arrivé accueilli de façon très chaleureuse par le professeur Nkouzondo et de nombreux étudiants ayant fait le déplacement, une véritable guest star, une scène qui n'a pas du tout plu au recteur de l'université de Ngaoundéré qui a essayé tant bien que mal de renvoyer la foule. Des précisions dans ce reportage signé Kedjara. Une scène qui reste mythique dans l'histoire de l'arrivée du professeur Msanganyamding à l'université de Ngaoundéré. Il ne faut pas donner l'impression qu'on fait le désordre.
Le professeur Oufetchin Gemelo, recteur de la dite université, qui essaye tant bien que mal de disperser la forte mobilisation qui s'est constituée autour de son établissement pour l'arrivée de l'enseignant, membre du comité central du RDPC. Mais est-ce que c'est moi qui ai demandé à venir ici? Non, ils peuvent m'accueillir, toi aussi, ne fais pas ça, camarade. Camarade, ne fais pas ça. Ils ont le droit de m'accueillir. C'est pas qu'ils sont venus m'accueillir. Est-ce qu'il y a un problème là? Le problème de l'État, c'est que je suis en Gaoundéré. S'ensuit un bref échange. Le professeur Messanga Nyamding tente de calmer le jeu, à sa manière, mais c'est peine perdue. Il remonte dans son véhicule, puis s'en va. Quelques minutes plus tôt, une foule de personnes était réunie autour de lui afin de lui souhaiter la bienvenue au sein de l'université et même dans la localité. Vous avez vu, j'ai craché une larme. Je n'ai rien organisé au départ. Je suis entré à Garoua parce qu'à Garoua, on m'a fait état de ce que 5000 personnes m'attendaient à l'aéroport. Je devais prendre mon vol lundi, j'ai détourné le vol. Je suis venu mercredi dans la nuit. Et j'ai voulu faire la même chose en Gaoundéré, mais regardez tous ces enfants. Et j'ai été touché. Durant le bain de foule, l'homme politique recadre les choses autour de son affectation à polémique. Je vous dis bien acharnement politique d'une haute personnalité, proche du chef de l'État, qui, pour des raisons d'opinion et pour des raisons de débat, dans un cadre de débat politique, qui a décidé effectivement de me punir, de me sanctionner, de me transférer. Or, je voudrais corriger quelque chose. Je ne suis pas affecté. Le 22 mars dernier, que le professeur Pascal Messanga Nyamding, alors enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, mis à disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré basée à Garoua, ceci à travers une décision du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Le Cameroun pourrait s'inspirer de ce modèle d'organisation du secteur des mototaxis au Bénin. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les populations ne se déplacent pas en taxi, c'est plutôt à l'aide des motos appelées ZIM. Ces engins à 2 roues travaillent dans des périmètres bien circonscrits. Chaque périmètre a sa difficulté. La découverte des ZIM au Bénin, c'est avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Aïk Cyril. C'est le principal moyen de transport au Bénin. Les taxis sont tellement rares que l'on a l'impression que pour celui qui ne dispose pas d'un véhicule personnel, il n'a pas d'autre choix que les mototaxis pour se déplacer au Bénin. Vous les appelez mototaxis ou benskin encore de manière prosaïque au Cameroun, mais sachez qu'au Bénin, le nom change. Ici, on parle plutôt de ZIM. Nous allons prendre quelques conducteurs de ZIM, c'est le cas de le dire. Nous sommes dans la commune de Sémékondji, nous sommes à quelques enclavures de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Vous confirmez qu'ici on parle bien de... Ce sont les ZIM, ce ne sont pas les mototaxis comme ça se dit ailleurs. Bon, ici c'est ZIM, appelé taxi moto. Bon, on transporte les hommes, les femmes, les petits. Il n'y a pas de taxi dans la ville pour se déplacer. Beaucoup de gens préfèrent utiliser les ZIM. Les ZIM, oui. Il n'y a pas de taxi dans le village. Donc c'est taxi moto qui amène les gens au bord du goudron pour prendre un véhicule pour aller au pays. Donc vous ne pouvez pas aller travailler du côté de Cotonou, vous êtes organisé, vous travaillez uniquement dans cet espace-ci. Oui, on ne peut pas aller à Cotonou parce qu'on n'a pas les habits de Cotonou. On n'a pas les uniformes de Cotonou. Cotonou est un autre département. Nous sommes dans le département Womé Plateau ici. On porte les chemises bleues. Justement, vous constatez qu'ils ont les uniformes bleus. C'est l'uniforme qui a été adopté ici. Pourquoi le bleu? Oui. Pourquoi le bleu? Parce qu'il y a déjà d'autres couleurs ailleurs. D'autres couleurs ailleurs. Cotonou par exemple, il y a chemise jaune. Donc c'est pour distinguer Cotonou et Port-Nouveau. Dites-nous, comment ça est-ce que c'est votre engin personnel ou bien vous avez un patron pour qui vous travaillez?
je travaille, c'était un contrat, mais j'ai fini déjà. La moto m'appartient. Donc vous êtes votre propre patron? Oui. Comment vous travaillez par jour? Vous venez le matin, vous rentrez le soir, ou bien vous devez vous reposer à midi? Comment votre journée est-elle organisée? Selon moi, mon programme, quand je viens le matin, déjà à 18h, moi je finis et je rentre chez moi. Donc, si je n'ai pas d'autres programmes personnels, donc ça fait au lendemain que je sors. La recette, c'est consistant quand même, vous travaillez beaucoup d'argent? Bon, je ne plains pas parce que le temps, tout le monde sait que la crise économique est partout dans le monde maintenant. Mais le peu que je trouve m'aide à satisfaire mes besoins financiers. Vous attendez les clients ou alors vous-même vous allez chercher certains clients? Chez nous ici, on s'est organisé d'une manière et truc là parce qu'on fait le tour. Si les clients viennent là, c'est celui qui est devant là qui part premièrement. Donc, ainsi de suite. Donc, on attend les clients. Vous constatez donc qu'ils sont suffisamment bien organisés ici à Porto Novo, ou plus précisément dans la commune de Semekonji. Nous allons nous-mêmes prendre un ZIM. Nous allons nous rendre du côté de Cotonou pour voir également comment ils sont organisés là-bas. Si à Semekonji vers Porto Novo, les conducteurs de ZIM sont en bleu, à Cotonou, c'est plutôt le maillot jaune qu'ils abordent. Nous sommes ici en jaune parce que nous, les ZIM de Cotonou, nous sommes un peu différents des ZIM de Semé là-bas. Alors nous sommes ici au carrefour, au lieu dit Garito, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez partir d'ici pour aller travailler ailleurs ou bien vous travaillez juste dans cet espace-ci? Non, non, on peut quitter ici. En tout cas, le maillot jaune là travaille à Cotonou. Si je vous prends par exemple pour aller à l'hôtel, je ne sais pas, pour aller au marché, les prix, ça varie? Oui, si, ça dépend de distance, ça dépend de distance que nous avions fait par rapport à ça que nous discutons l'argent. Mais ça paye également, c'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, vous avez beaucoup de recettes, non? Oui, oui. Si on travaille là, mais en tout cas, dans le moment dans lequel nous sommes là, il y a un peu de la sécheresse par rapport à l'argent. Sinon, entre-temps là, si nous travaillons dans la journée comme ça, là, de matin jusqu'au soir, on gagne 10 000 ou bien 15 000 comme ça. Mais actuellement là, c'est à peu près 5 000 comme ça, on nous gagne dans la journée. Alors on a constaté également que sur le dos, il y a des codes. Alors les numéros que vous avez là, c'est l'immatriculation, ça correspond à quoi les numéros que vous avez? C'est le numéro d'immatriculation du mairie. Ça veut dire que la mairie reconnaît que le numéro là maintenant, si en cas de caisse il y a quelques problèmes qui se posent, si le ZIM fut, si on prend le numéro là, si tu vas à la mairie, on va voir l'intéressé. Par exemple, le numéro là maintenant, la mairie sait que c'est moi qui est sur ce numéro. Si tu me cherches, si tu vas là-bas, là, si tu écris le numéro là à la mairie, la mairie reconnaît que c'est telle personne qui a ce numéro. Donc n'importe où que moi je vais partir là, si tu vas à la mairie, tu gardes le numéro là, tu dois me trouver. Autre particularité pour les conducteurs de ZIM à Cotonou et même dans le Bénin tout entier, ce sont les casques que ces conducteurs-là abordent. Alors, les casques que vous mettez, pourquoi vous mettez ces casques? Le casque là, c'est bon. Même si ce n'est pas à faire d'accident, c'est bon pour protéger nous à cause du soleil, à cause de la pluie. C'est bon pour protéger nous les ZIM quoi. Alors, c'est la mairie qui vous a obligé, qui exige les casques ou bien chacun de manière volontaire a choisi de mettre un casque? C'est l'État qui a dit de porter casque. Forcé, si tu ne portes pas, les policiers vont te arrêter quoi. Mais tout le monde, c'est l'État qui a dit que tout le monde n'a qu'à porter casque. Il y a des pénalités qu'il faut payer lorsque la police vous arrête? Oui, si on te trappe, tu t'as amené ton moto à commissariat, au moins tu vas payer 5 000, 6 000 avant de libérer ta moto quoi. Les taxis sont pratiquement inexistants au Bénin. Les quelques voitures jaunes que l'on rencontre ici coûtent excessivement cher en termes de tarifs
Du coup, les populations se ruent vers les hymnes pour leur déplacement. De Cotonou au Bénin, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Le ministre de la Santé, de passage à Douala, dans la région du littoral, rassure les populations parce que 3 jours après s'être fait vacciner, il dit aucun effet secondaire sur lui. Ce sont ces propos du ministre Manaouda Malaché afin, vous l'avez dit, de rassurer les Camerounais, mais aussi le personnel de santé qui est prioritaire dans le cadre de cette vaccination anti-Covid-19. Vous avez vu le préfet du Vouri qui s'est prêté à l'exercice, ainsi que les premiers responsables de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, l'hôpital La Quintini, qui est un centre également de vaccination contre la pandémie de coronavirus, accordera la priorité à son personnel de santé et d'autres personnels de santé qui veulent bien se faire vacciner et se protéger contre le Covid-19. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding a rejoint l'annexe de l'université de Ngaoundéré. Nous sommes bel et bien à Garoua. Il va d'abord faire escale, vous l'avez dit, au campus de l'université de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Il a été accueilli en grande fanfare. On a vu le professeur Kouvando qui est venu lui remettre une toge, une mobilisation des étudiants curieux, des fans de ces passages médiatiques sur les antennes d'Equinox ou sur d'autres chaînes de télévision. Et à la surprise, c'est le recteur, madame le recteur de l'université de Ngaoundéré qui est sorti du campus afin de marquer son désaccord vis-à-vis de cette mobilisation autour du professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Il a déclaré à madame le recteur qu'il est un collaborateur du chef de l'État et qu'il a été mis à disposition parce que le chef de l'État l'a bien suivi et qu'il voudrait lui aussi être en osmose à la fois avec les étudiants et ses collègues universitaires. Donc vous voulez dire, Cédric Noufélé, que le recteur de l'université de Ngaoundéré est venu interdire la manifestation parce qu'elle n'était pas déclarée? C'est une façon de voir les choses. Ah, okay. Et cela s'est bien matérialisé à travers son attitude. Justement, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20 h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Fossine Zodjou, Serge Gauthier Onanina, Emmanuel Formon et le docteur Roger Etoile. Docteur Roger.